Bonsoir, élèves première bac scientifique et technologique. Ce soir, je vous présente les leçons de la chimie intitulées Solutions électrolytiques et concentration molaire. Le plan de la leçon est le suivant. On va commencer par définir ce que ça veut dire un solide ionique et on va répondre à 3 questions. La première question est pourquoi un tel solide est appelé cristal. La deuxième question, comment on explique sa cohésion, yani tamasuk dialo. Et la troisième question, à quoi est due sa neutralité électrique. Puis, on va parler des solutions électrolytiques, mais avant de commencer ce deuxième paragraphe, on doit voir un caractère que possèdent les solvants liquides. Ce caractère leur permet de dissoudre des solides ioniques, et certains liquides et gaz. Et puis, on va parler de la solution électrolytique. On va voir le mécanisme de la dissolution de certains aspects chimiques dont l'eau, bien sûr. Et puis, on va définir la concentration molaire. Et on doit distinguer entre 2 concentrations. La concentration molaire de la solution, qui est la concentration du solité, et la concentration molaire des aspects chimiques présentes dans la solution. Alors donc, avant de commencer cette leçon, je dois tout d'abord parler brièvement d'une force appelée force électrique ou force électrostatique, parce qu'on en aura besoin pour expliquer la cohésion d'un solide ionique. Alors donc, on suppose qu'on a 2 charges électriques, bien sûr, une charge Q1 et une charge Q2. Ces 2 charges sont distantes d'une distance d. Alors, il existe une interaction de nature électrique à cause de l'existence de ces 2 charges électriques. Ça veut dire que chaque corps qui possède une charge électrique, alors il peut entrer en interaction avec un autre corps qui possède lui-même une charge électrique. Alors cette interaction électrique est appelée interaction électrostatique. Donc statique, ça veut dire que les 2 charges sont immobiles, l'une par rapport à l'autre. Donc la charge Q2 exerce une force sur la charge Q1, et en même temps Q1 exerce une force sur la charge Q2, et ces 2 forces sont opposées. Ça veut dire qu'ils ont même direction, même intensité, et de sens opposés. Alors ce type de force, on va l'étudier en électricité en 2e semestre. Donc je vais vous donner l'intensité l'intensité commune de ces 2 forces. Donc F. Alors tout d'abord, cette force elle est proportionnelle au produit des valeurs absolues de la charge Q1 et de la charge Q2, et inversement proportionnelle à la distance au carré. Ça veut dire que plus les charges augmentent en valeur absolue, plus la force s'intensifie. Et plus les charges sont éloignées, plus l'intensité de la force diminue. Alors le coefficient de proportionnalité est K. Donc K, c'est une constante, bien sûr, qui dépend du milieu où se trouvent les charges. Donc K fois la valeur absolue du Q1, la valeur absolue du Q2, divisé par la distance au carré. Alors pourquoi la valeur absolue? Tout simplement, il peut que Q1 ou Q2 soit négatif, donc on met la valeur absolue parce que l'intensité d'une force, elle est toujours positive. Alors donc là, on distingue 2 cas. Si les charges ont même signe, alors ces forces sont répulsives. Mais s'ils ont 2 signes contraires, ou bien opposés, dans ce cas, les 2 charges s'attirent. Ça veut dire si cette charge est positive et celle-là négative, donc la force électrostatique est attractive. Si les 2 charges sont positives ou bien négatives, les 2 charges sont répulsives. Voilà donc pour cette introduction. Maintenant, on va parler d'un solide ionique. Bon, un solide ionique, c'est quoi? C'est un assemblage de cations et d'anions qui sont uniformément répartis. On parle d'un empilement. Ok, donc un solide ionique est un empilement de quoi? De cations et d'anions. Donc cet empilement, ça veut dire cette répartition uniforme des charges positives
et négatif dans le solide le rend un cristal. Donc un cristal, c'est quoi? C'est un solide qui contient des ions, cations et anions, qui sont uniformément répartis. C'est un cristal. Alors voilà, on a répondu à la première question. Donc bien sûr, cristal ionique. La deuxième question est à quoi est due la cohésion du solide? Ok? Donc tout simplement parce que j'ai parlé de cette force. Donc imaginez-vous que le solide est formé par des cations et des anions qui sont répartis uniformément. Donc je vais donner un exemple. Voilà par exemple un cation. Alors ce cation est entouré d'un nombre d'anions. Donc la répartition ou bien les ions voisins de ce cation dépend de quoi? Du nombre de charges que porte le cation et que porte l'anion. Moi ici j'ai mis 4, mais on peut avoir plus ou bien moins. Et cet anion à son tour est entouré de cations. Voilà. Et ainsi de suite. Donc cet anion est entouré de cations. Voilà. Bon, si on prend un cation, par exemple celui-là, alors celui-là, il possède ces anions qui sont voisins. Ça veut dire qu'il y a une interaction électrostatique entre ce cation et ces anions voisins. Et cette interaction est attractive. Et en même temps, il y a des anions qui sont proches de ce cation. Pardon, il y a des cations qui sont proches de celui-là. Ça veut dire que entre ces cations s'exerce une force électrostatique répulsive. Donc la résultante, la résultante des interactions répulsives et attractives garantit quoi? Elle garantit la cohésion du cristal. Donc la cohésion du cristal est due à quoi? Est due aux interactions électrostatiques répulsif attractif entre les ions. Cohésion du noyau est due aux interactions électrostatiques entre les ions. Maintenant, on va passer à répondre à la troisième question. Alors, comment on explique que le cristal ou bien le solide est neutre électriquement? Alors, puisqu'il contient des ions, ok. Alors, sa neutralité électrique, il dit en fait que ce cristal possède autant de charges positives que de charges négatives. Ok. Ça veut dire si on prend une unité du cristal, ok, lorsqu'on compte les charges positives et les charges négatives, on trouve qu'ils sont égales. Donc, la neutralité électrique du cristal est due à quoi? Est due au fait qu'il contient autant de charges positives que de charges négatives. Alors, pour bien assimiler cette idée, je vais donner deux exemples. Premier exemple, on prend par exemple le chlorure de sodium. Chlorure de sodium. Alors, ce chlorure de sodium est constitué, c'est un empilement de cations qui sont les ions sodium et les anions qui sont les ions chlorure. Donc, puisque ces deux ions portent deux charges opposées, alors la charge que porte ce cation c'est plus E, ça veut dire E c'est la charge élémentaire 1,6 fois 10 puissance moins 19, et cet anion est là, il possède la charge négative, moins E, moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Ok. Donc, si on prend une unité du cristal, on trouve qu'il doit posséder autant de charges positives que de charges négatives. Et puisque ces deux charges portent deux charges opposées, donc il doit posséder autant de cations que d'anions. Ça veut dire qu'il doit posséder le même nombre d'ions sodium et d'ions chlorure. Alors donc pour cela, donc la formule statistique de ce composé, c'est NaCl. NaCl.
Cl. C'est une formule statistique. Prenons un autre exemple. Il s'agit de chlorure de calcium. Alors ce cristal contient, ou bien est formé d'un empilement des ions Ca2+, et des ions Cl-. Ca2+, des ions Cl-. Et vous voyez ici que ces cations, chaque cation porte deux charges élémentaires, tandis que cet anion, elle porte moins la charge élémentaire. Ça veut dire que les deux charges ne sont pas opposées. Ok? Alors, pour garantir la neutralité de ce cristal, ok? Donc j'ai dit que ce qui garantit la neutralité du cristal est le fait qu'il contient autant de charges positives que de charges négatives. Alors, dans ce cas, il doit contenir un nombre de ions chlorure qui est égal au double de celui des ions Ca2+. Okay? Ça veut dire que si le nombre des ions Ca2+ égale à n, okay? Donc, pour le nombre des ions chlorure, c'est 2n. Pour garantir sa neutralité électrique. Et donc, la formule statistique de ce cristal est la suivante. Alors, Ca, Cl2. Voilà. Donc, la neutralité électrique d'un cristal ionique est garantie par le fait qu'il contient autant de charges positives que de charges négatives. Passons donc à la deuxième paragraphe. Dans ce paragraphe, on va parler d'un caractère dipolaire d'une molécule. Pourquoi ça? Pour comprendre pourquoi certains liquides, et plus exactement l'eau, a cette capacité de dissoudre certaines espèces chimiques, telles que les solides ioniques et quelques liquides et bien sûr quelques gaz. Alors donc, pour commencer, on a vu l'année dernière la liaison covalente simple. Okay? Donc la liaison covalente simple, c'est quoi? C'est la mise en commun d'un doublet électronique par deux atomes. Okay? Donc, si les atomes sont les mêmes, bon, je vais prendre un exemple de Cl2. Donc, la molécule de dichlore, parce que le dichlore, dans les conditions normales de pression et de température, il se trouve sous l'état gazeux, comme le dioxygène, le CO2, ainsi de suite. Donc, ces deux molécules, cette molécule est constituée par deux atomes identiques. Alors donc, l'atome chlore et la deuxième atome chlore. Donc, selon la représentation de Lewis, alors Z égale à 17, alors on va trouver que la couche périphérique n'est pas saturée. D'accord? Donc, voilà, Z égale à 17. Alors donc, la formule électronique, ou bien la répartition électronique, la première couche contient 2 électrons, la deuxième couche, elle, contient 8, donc il reste 7 électrons qui se trouvent sur la couche M. Donc 7. Donc la représentation de Lewis, elle ne s'intéresse que de la couche externe, ok? Donc c'est elle. Alors, elle va être entourée de 7 électrons. Ok, donc 3 doublés, il reste un électron célibataire. Donc l'existence de cet électron célibataire rend que cet atome n'est plus stable. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver dans la nature des atomes séparés du chlore. Ok, c'est pas comme les gaz parfaits. Les atomes des gaz parfaits ont des couches externes saturées. Ça veut dire qu'ils sont entourés soit d'un doublet électronique pour l'hélium ou bien de 4 doublets électroniques pour les autres atomes. C'est pour cela qu'on trouve dans la nature les gaz rares sont sous forme monoatomique. Ok? Bon, alors cet atome, donc, il tend à saturer sa couche externe. Donc, il a besoin d'un électron pour qu'il sera entouré de 4 doublets électroniques. Donc, il a deux possibilités. Soit qu'il se transforme en un ion, ou bien qu'il établit des liaisons covalentes avec d'autres atomes, comme l'exemple ici. Alors donc, ces deux atomes vont
chacune va mettre en commun son électron, ok, et on a ici un double électronique. Alors, puisque ces deux atomes sont les mêmes, alors ce double électronique se positionne à mi-distance des deux molécules. Ça veut dire que cette molécule, de ces deux atomes, ça veut dire que cet atome n'a pas perdu son électron et cet atome n'a pas perdu cet électron. Donc ces deux atomes portent des charges nulles. Ça veut dire la charge qui apparaît sur cet atome c'est 0 et là c'est 0. Ok? Donc prenons deuxième exemple. Alors le deuxième exemple c'est la molécule de chlorure d'hydrogène, HCl. Alors HCl, dans les conditions normales, il se trouve à l'état gazeux. Alors vous voyez que ces deux atomes ne sont pas les mêmes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même aptitude à fixer l'électron ou bien à attraper l'électron. Et du coup, donc en établissant la liaison covalente entre eux, donc ici j'ai H et là j'ai Cl. Donc chaque atome va mettre en commun son électron. Et puisque ces deux atomes n'ont pas la même tendance à fixer l'électron ou bien à attirer l'électron, ok, alors l'atome de chlore attire plus que l'atome d'hydrogène l'électron. Ça veut dire que le chlore a une tendance plus grande à attirer l'électron que l'hydrogène. Alors là, on parle de l'électronégativité. Électronégativité. Donc l'électronégativité, c'est une grandeur qui exprime la capacité de l'atome à attirer un électron. Et dans le tableau périodique de Mendeleïev, donc cette électronégativité de ce côté et de ce côté. Ici, donc, on a augmentation de l'électronégativité et ici, on a augmentation de l'électronégativité. Alors, l'hydrogène se place ici et le chlore, donc, il se place dans alors la troisième période, ok, voilà, première période, troisième période, on a ici le chlore. Alors, on voit ici bien que le chlore a une électronégativité plus grande que celle de l'hydrogène. C'est pour cela que ce doublet électronique sera plus attiré vers le chlore que vers l'hydrogène. Ok, ça veut dire il se déplace vers le chlore plus qu'il se trouve proche du chlore et loin de l'hydrogène, ce doublet électronique. Alors donc, ça veut dire que l'hydrogène n'a pas perdu totalement l'électron, ok, mais il l'a perdu partiellement, ça veut dire juz'iyyan. Et du coup, sur cet atome d'hydrogène, il va apparaître une charge partielle parce que il a un défaut, puisqu'il a perdu partiellement l'électron. Alors là, il va apparaître une charge partielle positive qu'on note par petit delta plus. Et sur l'atome de chlore, puisque ce doublet est plus proche du chlore que d'hydrogène, ça veut dire que sur l'atome du chlore, il va apparaître une charge partielle, شحنة جزئية كرمزوا لها بdelta moins. Alors delta, c'est un nombre qui est positif et strictement inférieur à 1. Ok. D'accord? Ici, c'est 0. Ça veut dire que la charge que porte l'hydrogène, c'est delta E, qui est inférieur à E. Ça veut dire inférieur à 1. Alors, dans ce cas, cette liaison covalente est dite polarisée. Ok? Cette liaison est dite polarisée. Et cette molécule, ça veut dire celle-là, est appelée molécule polarisée. Ok? On va parler d'une autre liaison, la liaison établie dans le cristal de chlorure de sodium. On va comprendre pourquoi on appelle le cristal chlorure de sodium un cristal ionique ou bien un solide ionique. Alors donc on a Na
Cl. Donc, en établissant cette liaison covalente, le chlore et sa électronégativité dépasse beaucoup celle de l'électronégativité du sodium. C'est pour cela que le chlore s'approprie totalement du doublet électronique. Ça veut dire ce doublet électronique est déplacé totalement vers le chlore. Ça veut dire est attiré totalement vers le chlore. Ok? Ça veut dire que le sodium a perdu totalement son électron. Et du coup, donc ici, il va apparaître une charge pas partielle, mais une charge positive qui est égale à E. Ça veut dire ici, je peux mettre un plus. Ça veut dire que dans ce cas, delta égale à 1. Tandis que ici, le chlore, c'est 1 moins. Delta, donc, égale à 1. Alors, donc, cette liaison est appelée liaison ionique. Alors, cette liaison est appelée liaison polarisée parce que le doublet électronique ne s'est pas déplacé totalement vers le chlore. Ça veut dire qu'il s'est déplacé partiellement. Donc, l'atome d'hydrogène n'a pas perdu totalement son électron, il l'a perdu partiellement. Tandis que ici, l'atome de sodium a perdu totalement son électron. Donc, cette liaison est appelée liaison ionique. Liaison ionique. Et là, c'est une liaison polarisée. Et la molécule est dite molécule polaire. Juzéa qutbiyya, molécule polaire. Bon, on va appliquer ça sur la molécule de l'eau. Molécule de l'eau, donc H2O. Alors, cette molécule n'est pas linéaire, ça veut dire que les centres des trois atomes ne se trouvent pas sur la même ligne, c'est une molécule coudée. Donc ici, on a l'oxygène, l'hydrogène, et là, l'hydrogène. Alors, puisque l'électronégativité de l'oxygène, ça veut dire que l'oxygène a une tendance à capter l'électron plus que celle de l'hydrogène. Donc, le doublet électronique est déplacé partiellement vers l'oxygène. Donc, l'hydrogène n'a pas perdu totalement son électron. Donc, ici, il va apparaître une charge partielle delta plus. Même chose pour cet atome, delta plus, tandis que sur l'atome d'oxygène, ok, il va apparaître un surplus de charge négative qui est égal à moins delta, ou bien 2 delta moins. Donc cette molécule, c'est une molécule polaire. Ça veut dire qu'il possède deux pôles. Un pôle positif du côté des atomes d'hydrogène et un pôle négatif du côté de l'oxygène. Donc on peut la représenter ainsi. Ici on a plus et là on a moins. Donc ici côté hydrogène et là côté oxygène. Alors ce caractère est appelé caractère dipolaire d'une molécule. Donc ce caractère dipolaire ce caractère dipolaire de molécule, on le rencontre chez l'atome, la molécule d'eau et aussi molécule de chlorure d'hydrogène. Alors là, on va passer à la troisième paragraphe. Solution électrolytique. Alors vous savez que la solution est un mélange homogène constitué d'un solvant qui est liquide et un soluté qui peut être solide, liquide ou gazeux. Alors la solution électrolytique, tout simplement, c'est une solution qui conduit le courant électrique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il possède des charges libres. Et ces charges libres ne sont que des ions. Donc une solution électrolytique, il dit aussi solution ionique, c'est une solution où il y a des ions dissous dedans. Donc voilà la définition d'une solution électrolytique. Solution électrolytique contient les ions et conduit le courant électrique. Donc maintenant on va voir le mécanisme de dissolution de certains aspects chimiques par l'eau. Commençons par
le solide. Ionique, bien sûr, donc dissolution d'un solide ionique par l'eau. Et prenons comme exemple, par exemple, le chlorure de sodium NaCl, donc qui est solide, sous l'action de l'eau. Alors, il dissout ce cristal et on a ici Na plus Cl moins. Alors, quelles sont les étapes de ces deux solutions? La première étape, alors puisque l'eau c'est une molécule polaire, donc je vais la représenter ainsi, moins plus, ok? Et on a, le solide est constitué d'un empilement des ions positifs et négatifs. Alors là, j'ai les ions positifs et là, j'ai les ions négatifs. Alors donc, dans un premier temps, ces molécules d'eau, ok, elles entourent le cristal, ok, et agissent sur les ions périphériques, ça veut dire les ions qui se trouvent sur la périphérie du cristal. Donc chaque ion sera entouré d'un certain nombre de molécules d'eau. Alors pour le cation, alors il sera entouré par les molécules d'eau du côté du pôle positif, du côté négatif. Ok, donc là, voilà les molécules d'eau. Ici, on a donc les côtés d'oxygène, ça veut dire moins, ici moins, et là moins, et on a ici plus, plus, plus. Tandis que pour les cations, donc, on a ici plus, moins, plus, moins, plus, moins. Alors, qu'est-ce qu'il va arriver? Alors, sous l'action des interactions électrostatiques entre les pôles de l'eau et les cations, ok, la liaison ionique, ok, qui relie ces deux ions s'interrompt. Ok, donc on dit qu'il y a dissociation de quoi? Des cations et des anions. Ça veut dire dissociation de l'ion sous l'action des interactions électrostatiques entre les molécules d'eau polaires et les ions. Ok, donc premier temps, ou bien la première phase, c'est dissociation des molécules. Pardon, des ions. Bien sûr, sous l'action des interactions électrostatiques entre les molécules polaires de l'eau et les ions. Deuxième étape. Donc, après dissociation des ions, ok, alors chaque ion s'entoure d'un nombre de molécules d'eau. Si je prends par exemple les cations, alors chaque cation s'entoure totalement des molécules d'eau du côté de l'oxygène. Ici, moins plus, moins plus, moins plus, moins plus. Et en même temps, les anions donc s'entourent par les molécules d'eau du côté de l'hydrogène. Ici, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Alors, cette étape est appelée hydratation des ions. Ok? Chaque ion s'hydrate, ça veut dire qu'il s'entoure d'un nombre de molécules d'eau. Donc, deuxième étape, c'est hydratation. Hydratation des ions. Et la dernière étape, dispersion des ions. Alors, pourquoi la dispersion des ions? Pour homogénéiser la solution. Ça veut dire que pour rendre la concentration la même dans tous les points de la solution, en toute partie de la solution, on va avoir la même concentration. Alors donc cette dispersion
sera activé par l'agitation. Okay. Donc lorsqu'on agite la solution, la disparition se fait vite. Si on n'agite pas la solution, alors la dispersion, ça veut dire l'homogénéisation de la solution prend un temps. Okay. Donc dispersion des ions, pourquoi? Pour homogénéiser la solution. Donc il faut distinguer entre solution homogène, ça veut dire on ne peut pas distinguer ces constituants à l'œil nu, et homogène dans ce cas, c'est que la quantité de matière, donc des ions, sera la même en toute partie de la solution. Donc voilà les trois étapes. Alors dans ce cas, l'eau est appelée solvant polaire. Voilà, eau solvant polaire. Prenons un autre exemple, ou bien deuxième exemple, le cas d'un gaz. Alors, avant d'effacer cette équation de la dissolution, ici, on va ajouter A coulomb. Ici, A coulomb. Pour dire que ces ions sont hydratés. Donc, A coulomb veut dire aqueux. Donc, des ions sont aqueux. Ça veut dire, ils sont dans la solution, ils sont entourés par les molécules polaires de l'eau, donc à cause des interactions électrostatiques entre les molécules d'eau et les ions. Alors maintenant, on va prendre un gaz qui est HCl. Et on va voir est-ce que le gaz HCl subit le même mécanisme de dissolution ou non. Alors dans ce cas, on a HCl, en fait, il réagit chimiquement avec l'eau. Okay. Ici, on a une dissociation. Okay. Mais ici, il ne s'agit pas d'une dissociation, mais d'une réaction chimique qui se déroule entre HCl et H2O. Et alors, HCl, c'est un gaz, l'eau, c'est un liquide. Donc, au cours de cette réaction chimique, bien sûr, il y a rupture de la liaison entre hydrogène et chlore, et l'hydrogène s'associe avec H2O pour donner les ions H3O+, aqueux, et l'ion chlorure Cl-. Donc aqueux. Donc vous voyez que cette dissolution se déroule à partir d'une réaction chimique. Okay. Donc même chose, on va prendre comme liquide l'acide sulfurique H2SO4 qui est liquide. Okay. Donc lui aussi réagit chimiquement avec l'eau plus H2O. Il nous donne ici. Alors donc il y a ici, ça veut dire ces ions de sulfate SO4 est lié avec ces ions, avec les atomes d'hydrogène. Donc il y a rupture de la liaison de ces deux atomes d'hydrogène, okay, qui se fixent sur deux molécules de l'eau. Donc ici je dois multiplier par 2 et j'obtiens 2 H3+, 2 ions hydronium plus SO4 aqueux. Donc là, on a une réaction chimique. Okay. Donc là, vous voyez que j'ai mis H2O en haut. Parce que, en fait, H2O, son rôle, c'est seulement de dissocier ces liaisons ioniques. On ne trouve pas comme réactif, ça veut dire l'eau ne se trouve pas en produit. C'est pas comme ici. Okay. On a l'eau, c'est un réactif. Ici, l'eau n'est pas un réactif. C'est uniquement un solvant qui permet la dissociation des
liaisons ioniques entre les ions du cristal ionique. Donc voilà pour ces trois exemples. Voyons maintenant la dernière partie de cette leçon qui est la concentration molaire. Bon, la concentration, d'une façon générale molaire, c'est quoi? C'est la quantité de matière du soluté divisée par le volume de la solution. Alors c'est égal à la quantité de matière de soluté divisée par le volume de la solution. Donc, on néglige la variation du volume lorsqu'on ajoute une soluté. Ça veut dire cette soluté possède bien sûr un volume. Alors, lorsqu'il se dissout dans l'eau, ok, donc la variation du volume n'est pas appréciable. Ça veut dire que le volume du solvant est à peu près égal au volume de la solution. Donc, prenons l'exemple de H2SO4 par exemple, ou bien de HCl. HCl. Alors, HCl gaz, donc plus H2O liquide, donc donne H3O plus aqueux plus Cl moins aqueux. Donc, la concentration de la solution, c'est la quantité de matière de HCl qu'on a dissous dans un volume d'eau. Donc la concentration de la solution, c'est égal à la quantité de matière de HCl divisé par le volume. Et la quantité de matière de HCl, puisque c'est un gaz, on peut la déterminer à partir de son volume, donc égal à V sur Vn. Donc tandis que la concentration des ions, ok, c'est la concentration effective. Alors ici, on voit qu'on a ici même coefficient stoichiométrique, 1. Donc lorsque une mole de HCl est dissous, il apparaît une mole de H3+. Et du coup, la concentration de H3+, sera égale à la concentration de Cl-, qui sera égale à C. Et du fait, donc, on exprime la concentration des ions H3+, par ce symbole, H3O+, alors C crochet, qui est égal à la C. Ça veut dire égal à la quantité de matière de H3O+, dissous dans la solution, sur le volume. Et même chose, on a Cl-, la concentration des ions Cl-, égale à N Cl- divisé par V. Et d'après les coefficients stoichiométriques de cette réaction, ou bien de cette équation, on trouve que la quantité de matière de H3O+, donc égale à la quantité de matière de Cl-, égale à la quantité de matière du gaz dissous dans la solution, égale à NaHCl. Donc c'est pour cela que cette concentration égale à C, et celle-là égale à C. Ok? Alors donc on a trouvé ça parce qu'on a les mêmes coefficients stoichiométriques. 1. Voyons voir maintenant un autre exemple où on n'aura pas les mêmes coefficients stoichiométriques. L'exemple de la dissolution de H2SO4, ça veut dire l'acide sulfurique, plus H2O, donne H3O+, aqueux, plus SO4 2-, aqueux. Alors donc l'équation n'est pas équilibrée, donc je dois multiplier ici par 2 et là par 2. Donc on voit ici qu'on n'a pas les mêmes coefficients de stoichiométrique. On a soluté, coefficient stoichiométrique 1, et là on a 2. Donc la concentration de la solution, bien sûr, c'est la quantité de matière de H2SO4 divisé par le volume. Et donc H2SO4 c'est un liquide. Même chose pour l'eau, c'est un liquide. Donc on peut donc en déduire la concentration de H2SO4 à partir de la masse volumique ou bien de sa densité. Donc NH2SO4 donc égale à la densité de cet acide fois la masse volumique de l'eau, ok, divisé par fois son volume V. C'est pas le volume de la solution, c'est le volume prélevé de cet acide qu'on a ajouté au volume d'eau. Lorsque j'ai dit que le volume de la solution, ok, ne change pas, alors là j'ai parlé des solides, donc sur grand M. Et V égale à
ce volume plus le volume de l'eau ajoutée. Ok? Alors on considère, je répète, on considère que le volume de la solution égale au volume du solvant s'il s'agit de la dissolution d'un solide, c'est pas un liquide. Et en même temps d'un gaz, même chose. Pour le gaz, on ne tient pas compte de son volume. Donc la concentration, alors vous voyez ici que 1 mol de l'acide donne 2 moles. Ok, ça veut dire que donc il y a une proportionnalité entre la quantité de matière de l'acide sulfurique et la quantité de matière des ions H3+. Ça veut dire que la quantité de matière de H3+, ça veut dire si on a ici 1 mol, on aura ici 2 moles. Donc la quantité de matière de H3+ sera égale au double de la quantité de matière de H2SO4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration des ions H3+ égale à la concentration la quantité de matière de H3+ divisé par le volume de la solution. Donc égale, je remplace ici NH3+ par 2 NH2SO4 sur V. Et je trouve égal à 2C. Vous voyez que la concentration, dans ce cas, des ions H3+ dans la solution, c'est 2C. Tandis que pour la concentration des ions SO4-, alors puisque on a ici même coefficient stoichiométrique, sera égal à la quantité de matière de SO4-, sur le volume de la solution, et la quantité de matière de SO4-, égale à la quantité de matière de l'acide sulfurique. Ça veut dire que cette concentration égale à C. Ok? Donc ces concentrations sont les concentrations effectives des ions dissous dans la solution. Bon, je m'arrête là. Merci pour votre attention.